Ravie d'être parmi vous pour cette édition d'Officine Expo. Je vous retrouve là aujourd'hui pour la modération de la table ronde sur fiscalité et obligations juridiques du pharmacien en 2026. Et ça tombe bien puisque nous sommes en fin janvier et la loi de finances a été votée il n'y a pas très longtemps. Donc, on va en profiter pour avoir pas mal d'éclairages et de clarifications par rapport à cette loi de finances et comment elle peut impacter votre exercice au quotidien en tant qu'officinal. Alors, je vous présente les deux éminents experts qui sont invités aujourd'hui et qui nous répondront à pas mal de questions sur la fiscalité et les obligations juridiques du pharmacien. On a Monsieur Zoher Kazman. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Zoher Kazman, expert comptable, commissaire aux comptes, associé du cabinet Helios Conseil. Merci. Et Maître Younes Anibar. Bonjour à tous, Maître Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il y a Monsieur Zoher Kazman qui va nous parler de tout ce qui est la partie fiscalité, comptabilité et l'aspect financier de l'officine, alors que on aura un aspect beaucoup plus juridique, contraintes juridico-légales et réglementation de la part de Maître Younes Anibar. Pour ma part, je suis Noura Brada, je suis la modératrice de cette table ronde. Je suis professeure en management à l'Africa Business School à l'UM6P et keynote speaker pour l'industrie pharmaceutique depuis 2017. Donc, par rapport à ce que nous vous avons préparé pour aujourd'hui, c'est qu'on va parler de 4 volets. Donc, nous avons fait pas mal de sessions de brainstorming, de workshops avec nos experts pour savoir qu'est-ce qui ressort vraiment de cette loi de finances et qu'est-ce qui va vous concerner et qui peut être intéressant en 2026. Bien sûr, ça, c'est les 4 volets identifiés, mais on aura une session de Q&A assez large. Vous pourrez poser des questions sur la partie réglementaire et fiscale de manière beaucoup plus générale. Donc, la première des choses, c'est qu'on va parler de la cession de la pharmacie d'officine, puisque dans la loi de finances, on parle d'une certaine exonération, mais dans un cadre assez spécial de CPU, donc M. Zoher nous l'expliquera. Et puis, on pourra aussi en profiter pour parler de la cession de la pharmacie d'officine, ascendant, descendant, si vous voulez vendre votre officine, quelles sont les implications financières et juridiques. Ensuite, on parlera du contrôle fiscal parallèle SARL et personnes physiques, puisque encore une fois, donc en induction, quand on a vu et analysé cette nouvelle loi de finances, il y a eu une mesure qui peut porter à confusion, qui est qu'on peut avoir un contrôle fiscal aujourd'hui en même temps d'une SARL et en même temps sur la personne, sur son compte personnel. Donc, on va voir qu'est-ce que cela implique, est-ce que vraiment c'est le cas, quelle est la procédure, est-ce que vous, en tant que pharmacien, en tant que SARL, vous êtes protégé ou non de cette mesure fiscale, et donc on aura pas mal d'explications à ce sujet. Pour le troisième volet, on va parler du droit du travail et de la fiscalité sociale. Comme vous avez dû peut-être le lire, il y a une amélioration de la prise en charge des charges de famille qui passe de 500 à 600 dirhams par an. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça implique au niveau de l'IR, de son calcul, au niveau fiscal, mais aussi au niveau du droit du travail. Est-ce qu'on doit absolument en informer les collaborateurs qui travaillent avec nous en pharmacie ou pas. Donc, il y a Maître Anibar qui nous en parlera plus en détail et plus du droit du travail aussi en général. Et enfin, le quatrième volet qui n'est pas des moindres et qui ne vient pas de la loi de finances, mais qui vient plutôt de l'actualité économique et fiscale de l'officine aujourd'hui, c'est la partie réglementaire. Donc, on a vu pas mal de tables rondes et de choses qui ont été dites sur la réglementation de la pharmacie, avec est-ce qu'on peut communiquer, on peut pas communiquer, est-ce qu'on peut recruter, on peut pas recruter, qu'en est-il, et la loi 1704, quel est son cadre. Donc on décortique ça pour vous et on voit en profondeur qu'est-ce que les zones d'ombre en fait des capacités de la pharmacie d'officine, mais aussi on parle de la libéralisation aujourd'hui de la pharmacie avec le Conseil de la concurrence qui est en train d'étudier cette libéralisation ou non. Qu'est-ce que ça va impliquer pour le pharmacien si jamais un jour c'est voté? Ce n'est pas le cas, je vous rassure pour le moment, mais si jamais c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au code de la pharmacie 1704 et quelles sont les implications, qu'elles soient fiscales, financières ou juridiques. Voilà tout par rapport au topo de cette table ronde. Mais avant toute chose et avant de passer aux questions-réponses, je vais laisser
Monsieur Zoher Kazman nous faire une présentation des principales mesures fiscales par rapport à ces 4 volets qui vous concernent. Ensuite, suivra la présentation de Maître Younes Anibar sur la partie juridique. Et ensuite, grâce à un guide d'entretien, on a préparé quelques questions pour ces experts-là que je poserai pour vous. Et ensuite, je vous donnerai la parole pour que vous complétiez avec vos questions également. Donc, à vous l'honneur, Zoher, si vous voulez passer au chevalet pour présenter. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour cette deuxième année pour vous présenter les nouveautés et l'actualité sur la fiscalité et la comptabilité des pharmacies. Donc, par rapport à la loi de finances 2026, en fait, elle s'inscrit dans un contexte politique particulier puisqu'on est dans une année d'élection et donc généralement, quand on est dans des années d'élection, on n'assiste pas à des mesures, on va dire, structurantes ou qui modifient largement le cadre fiscal. Surtout qu'en 2023, on a eu une réforme sur l'IS, 2024 sur la TVA, c'est là où les médicaments sont passés de 7 à 0. Et l'année dernière, il y a eu une réforme sur l'impôt sur le revenu. Donc, on est dans une année, on va dire, de continuité, 2026, ça d'une part. D'autre part, alors, je vais y arriver. D'autre part, cette année, on a constaté le renforcement du mécanisme de la retenue à la source. En fait, il avait commencé je pense, 2023 ou 2024. Et donc, cette année, on a renforcé le mécanisme de la retenue à la source sur l'impôt sur le revenu et la TVA. C'est quoi ce mécanisme de la retenue à la source? C'est que lorsqu'il y a 2 opérateurs, il y a un qui va payer un fournisseur, il lui prélève une partie de l'IR et une partie de la TVA, ce qui permet à l'administration fiscale de collecter de l'impôt sans fournir d'efforts. Vous, pharmaciens, si vous payez votre notaire ou votre avocat, personne physique, vous devez lui prélever 10% de retenue à la source et 75% du montant de la TVA et vous les donnez à l'administration fiscale à sa place. C'est ça le principe de la retenue à la source. Il a été renforcé pour les grandes entreprises pour cette année 2026. Une autre mesure qui a été votée pour cette loi de finances 2026, c'est l'institution d'un droit d'enregistrement supplémentaire de 2% dans des cas spécifiques. Donc, avant 2026, lorsque vous achetez un bien immobilier, il y a des droits d'enregistrement qui étaient de 4, 5 ou 6%. Lorsque vous achetez un bien, donc une villa, une maison, un appartement, un bureau, vous payez 4% de droits d'enregistrement. Lorsque vous achetez un terrain nu, c'est 5% de la valeur d'ILO en droits d'enregistrement et 6% lorsque vous achetez les titres d'une société immobilière. Donc, à partir de 2026, maintenant, on va constater, on peut payer, au lieu de payer 4, on peut payer 6%. Donc, on a institué 2% supplémentaires dans des cas spécifiques. Il faut que le montant du bien dépasse 300 000 dirhams. Et lorsque le bien dépasse 300 000 dirhams, on va voir au niveau de l'acte notarié, est-ce qu'il a déclaré les modalités de paiement. Si les modalités de paiement sont déclarées, il n'y a pas les 2%, on va analyser ces modalités de paiement. Si on paye par virement, par chèque, on paye les 4%. Mais s'il y a une partie qui est payée en espèces, dans ce cas-là, cette partie-là, on va payer 2% supplémentaires. Et c'est généralement la partie noire ou hors vue de notaire, la partie maintenant, il faut payer les 2% supplémentaires. Donc voilà un peu, c'est la seule mesure qui m'a semblé qui peut concerner les pharmaciens de plus près ou de loin. Maintenant, par rapport au volet qu'a dit Madame Barada, c'est par rapport à la cession de fonds de commerce. Effectivement, il y a une mesure qui concerne la loi de finances 2026. La mesure, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime CPU, on va voir ce que ça veut dire régime CPU, qui ne disposent pas d'une retraite,
lorsqu'ils cèdent leur fonds de commerce ou leur, on va dire, leur business après 65 ans, s'ils le vendent jusqu'à 1 million de dirhams, ils bénéficient d'un abattement de 50% à hauteur de 1 million de dirhams. Alors, d'abord, quand on a un revenu professionnel, il y a 4 régimes qui sont la loi. Il y a le régime de l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, celui qui fait du commerce jusqu'à 500 000 dirhams ou le prestataire de service jusqu'à 200 000 dirhams. Donc, il y a auto-entrepreneur, ça c'est le premier régime. Il y a le deuxième régime, c'est le CPU, contribution professionnelle unique. C'est pour les seuils dialogue commerçants jusqu'à 2 millions de dirhams ou prestataire de service 500 000 dirhams. Il y a un régime net simplifié, c'est les mêmes seuils, donc 2 millions de dirhams ou 500 000 pour les prestataires de services, ou il y a le régime net réel. C'est les 4 régimes. Vous, en tant que pharmacien, vous n'avez pas, même si vous faites moins de 2 millions de dirhams, vous n'avez pas la possibilité de vous mettre en tant que CPE. Donc, vous êtes en régime net réel. Par conséquent, la mesure a dit, elle ne concerne, parce qu'apparemment, il y a eu une confusion que les pharmaciens peuvent bénéficier de cette mesure. Cette mesure, elle ne concerne que le régime contribution professionnelle unique, CPE. Donc, par conséquent, c'est à vous de vous organiser pour militer, pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier de cette mesure par la suite. Donc, on reste sur un schéma classique. Lorsqu'on cède son fonds de commerce, lorsqu'on est pharmacie personne physique, on cède son fonds de commerce, on est imposé selon le barème, selon l'impôt sur le revenu. Donc, on est à 37% lorsqu'on dépasse les 180 000 dirhams. Lorsqu'on cède les titres d'une société de pharmacie, dans ce cas-là, on paye la plus-value sur les titres, qui est à hauteur de 20%. Donc, je cède la pharmacie en entière, l'actif d'Yalha ou le passif d'Yalha, donc les titres. Donc, chéritchom un prix, la pharmacie, les titres d'Yalha un prix, la différence, je paye 20% d'impôt sur le revenu sur la plus-value. Si au sein même de la pharmacie, personne morale, je cède que le fonds de commerce, dans ce cas-là, c'est une cession qui va être inscrite sur le bilan, elle va être imposable à l'IS au taux de 20%. Donc, voilà les cas de cession de fonds de commerce au sein de la pharmacie. Alors, le volet 2 par rapport au contrôle fiscal. Donc, en fait, il y a trois types de contrôle. Il y a le contrôle sur pièce. Ça veut dire quoi le contrôle sur pièce? C'est que l'administration fiscale, elle fait ses diligences, ou ses recoupements. L'inspecteur qui est en charge de votre dossier, des incohérences, et il vous envoie un courrier. On a trouvé des incohérences par rapport à votre dossier. Veuillez nous répondre dans un délai de 30 jours ou veuillez régulariser votre situation. C'est le contrôle sur pièce. Le contrôle sur place, le fameux contrôle fiscal qu'on connaît. L'inspecteur, il vous notifie, dans 15 jours, je vais passer, on va le contrôle où je lis les documents. C'est le contrôle fiscal sur place. Ou l'examen de la situation d'ensemble. Ça concerne que les personnes physiques. C'est en parallèle à le contrôle sur place de la personne physique. C'est-à-dire, vous êtes pharmacien, personne physique, il contrôle la partie professionnelle de la pharmacie, les charges d'elle, etc. Et en parallèle, tu dis que l'examen d'ensemble, il est chéri un bien, un certain prix, des dépenses, etc. Tu chauffes par rapport à ce que vous avez déclaré, par rapport à l'achat, tu dis justifie-moi la différence. Chéri d'arb 3 millions de dirhams, vous avez déclaré des revenus de ça. Comment vous expliquez, comment vous avez financé à des 3 millions de dirhams? Si vous arrivez à justifier, vous avez pris un emprunt, etc., ça compte. La différence qui n'est pas justifiée, il considère que c'est un revenu qui doit être imposé à l'impôt sur le revenu. Donc voilà le cadre du contrôle fiscal. La mesure, en fait, c'est juste une mesure de clarification. Auparavant, même si ça se faisait avant, lorsque une personne physique elle était contrôlée, la notification au début du contrôle, on disait qu'on allait contrôler et la situation professionnelle et l'examen de la situation d'ensemble.
Je pense, mais c'est juste mon interprétation, je pense que un cas où le tribunal, la personne tribunal avec un avocat, le cas que la situation d'ensemble, peut-être qu'elle aurait dû faire l'objet d'une notification à part parce que la loi ne le prévoyait pas. Donc, j'aide d'abord la loi de finances, c'est que on peut, la même notification, il y a un contrôle fiscal de la personne physique, donc la partie professionnelle et la situation d'ensemble, un seul document. C'est ce qui a été voté. Donc, c'est juste une mesure de clarification. Les autres points relatifs au contrôle fiscal restent les mêmes, il n'y a pas eu de changement. Alors, quelques points par rapport à la fiscalité sur les salaires. Il y a eu un certain nombre de questions qui m'ont été posées. Donc, déjà par rapport à la loi de finances, ce qu'a rappelé Nouha, c'est que la déduction pour charge de famille, elle est passée de 500 dirhams à 600 dirhams. C'est quoi la déduction pour charge de famille? Donc, toute personne, lorsqu'elle reçoit un salaire, ou là, lorsque, même vous, en tant que pharmacien, personne physique, lorsque vous déclarez à la fin de l'année vos revenus professionnels et vous calculez l'impôt sur le revenu. Donc, vous déterminez votre revenu fiscal, donc votre revenu, et vous calculez selon le barème le montant de l'impôt. Et à la fin, si vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants, on vous permet de déduire la charge, un montant pour charge de famille qui était de 500 dirhams par an, il passe à 600 dirhams par an. C'est 10 dirhams par mois. La même chose pour le salarié. Son salaire n'est imposable. En fonction de son salaire, on lui calcule selon les tranches son impôt sur le revenu et on lui déduit la charge de famille s'il a 2 enfants, 3 enfants. Donc, on est passé de 500 dirhams à 600 dirhams avec un plafond de 6 enfants, ou 3600 dirhams. Donc, normalement, vos salariés devraient bénéficier de le salaire net d'Yalhom, une augmentation en fonction du nombre d'enfants de 10 dirhams, 20 dirhams. Voilà, à la mesure. Pardon? Des questions m'ont été posées par rapport au stage. Des pharmaciens qui demandent je veux avoir un stagiaire, est-ce qu'il faut payer l'impôt, comment on fait, etc. Moi, je vais parler en tant que la partie fiscale. Donc, la partie fiscale, le cadre général. Qu'est-ce qu'il dit, le cadre général? Le cadre général, c'est soit j'ai un employé, ce qu'on appelle un employé qui travaille avec moi, soit en CDI, soit en CDD. Ben, dans ce cas-là, quand je lui verse un salaire, parce qu'il fait partie de mon personnel permanent. Donc, je lui verse un salaire, il est soumis à un revenu salarial, et ce revenu salarial, ben, il est soumis au barème. Donc, si je lui donne jusqu'à le barème de 0 à 40 000 dirhams par an, là, c'est 0%. Lorsque je paie quelqu'un, un prestataire de service, il me donne une facture. Donc, lorsque quelqu'un il me donne une facture, ce qu'on a vu, la retenue à la source, donc je lui fais une retenue à la source de 10% et je lui donne 90%. Lorsque je fais appel à quelqu'un qui ne fait pas partie de mon personnel, mais qui n'a pas de facture. Dans ce cas-là, la loi dit il y a une retenue à la source qu'il faut appliquer de 30%. Donc, un stagiaire, lorsqu'il fait un stage chez vous, même s'il a une convention de stage, parce que la fiscalité ne reconnaît pas, la convention de stage, c'est dans un cadre des assurances. Mais par rapport à la fiscalité, le CGI ne reconnaît pas les conventions de stage. Dans ce cas, on se situe dans le troisième cas, je paye quelqu'un qui ne fait pas partie de mon personnel. Et dans ce cas-là, si je verse 2000 dirhams, 3000 dirhams d'indemnité de stage, normalement, je dois payer les 30% de retenue à la source. Même si 3000 dirhams x 12, ça fait 36 000 et je suis en dessous des 40 000, s'il était salarié chez moi, il aurait dû avoir une exonération, parce qu'il aurait dû être à 0%. Mais comme il ne fait pas partie de mon personnel, donc, je dois lui soumettre une retenue à la source de 30%.
Alors, le CGI a prévu 2 cas pour les indemnités de stage, une exonération d'indemnités de stage. Donc, c'est l'article 57-21 du CGI. C'est lorsque on verse à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, le montant ne doit pas dépasser 6 000 dirhams et l'étudiant ne bénéficie que d'une fois, de cette mesure. Donc, il y a des conditions. Donc, 6 000 dirhams ne doit pas dépasser 6 000 dirhams. Maximum de la période, c'est 36 mois. Et il doit être inscrit dans un cycle de doctorat. Alors, il y a deuxième situation. Donc, l'article 57-16 du CGI. La même chose, l'indemnité ne doit pas dépasser 6 000 dirhams, sauf que le stagiaire doit être inscrit à l'ANAPEC et je dois m'engager à recruter 60% des 10 stagiaires au bout des 24 mois. Donc, la durée maximum, c'est 24 mois. Le stagiaire doit être inscrit à l'ANAPEC et je dois m'engager à recruter au moins 60% des 10 stagiaires pour pouvoir bénéficier de cette exonération d'hier sur les indemnités de stage. Alors, maintenant, une fois qu'on a parlé du CGI, il y a la CNSS, parce que c'est 2 organismes différents. Et on va voir que les 2 organismes ne sont pas alignés. Donc, par rapport à la CNSS, pour la rémunération qu'on verse aux stagiaires soit exonérée de cotisation de CNSS, là aussi, il y a des conditions. Donc, il faut qu'il soit inscrit à l'ANAPEC. La durée de la période de stage est fixée à 18 mois non renouvelables. L'indemnité de stage doit être comprise entre 1 600 dirhams et 4 600 dirhams. Et lorsque ça dépasse 4 500, elle devient soumise en totalité à cotisation CNSS. Et il faut avoir une convention de stage. Donc, par pratique, on constate beaucoup de sociétés, en général, lorsqu'elles versent des indemnités de stage, généralement, elles ne font pas de retenue à la source, mais il y a un risque fiscal que les sociétés assument en général. Et les contrôles fiscaux, le point, il est remonté, il est relevé par les inspecteurs et on demande 30% de retenue à la source sur les indemnités de stage lorsqu'on ne respecte pas les conditions. Alors, par rapport au volet 4 de la réglementation, c'est Maître Younes Anibar qui va rentrer en détail par rapport à cette mesure. Parce que des questions m'ont été posées. Est-ce qu'en tant que pharmacien, je peux faire une autre activité en parallèle, etc. Moi, sur la partie fiscale, ce que j'ai vu, il n'y a pas d'incompatibilité, la loi d'Yelcom. Donc, tant que je suis la pharmacie, en parallèle, je peux être associé dans une autre société, je peux faire une autre activité, je peux être gérant dans une autre société. Ce que je ne peux pas faire, c'est au sein de la pharmacie elle-même où il y a des contraintes réglementaires, mais je vais laisser à Maître de rentrer de plus en plus le détail. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour ces clarifications, Monsieur Kazmen. Donc, on va laisser la parole maintenant à Maître Younes Anibar qui va vous parler des mêmes volets, mais sous le volet juridique, avec beaucoup plus de clarifications juridiques. C'est la suite. Rebonjour à tous. Merci. Merci, M. Kazmen, pour ces éclaircissements. Donc, dans la continuité, mais pas dans le volet technique. Le volet technique, je pense, il a été assez fourni, assez expliqué. Donc, moi, je vais un petit peu aller sur le volet juridique, c'est-à-dire la conséquence juridique de cet aspect technique. Alors, voilà, loi de finances. Donc, je vais essayer d'aller vite sur certains points pour ne pas perdre du temps sur des points plus importants plus tard. Donc, je vais essayer d'aller rapidement sur certains points. Alors, bien sûr, on a parlé de loi de finances. Donc, cette loi de finances, c'est une loi qui est votée, comme vous le savez, annuellement, mais qui vient compléter une loi déjà existante, c'est le Code général des impôts, Code de recouvrement de créances. Donc, ce sont les textes généraux. Donc, une force
impérative, texte à portée normative. Donc un texte à portée normative, ça veut dire un texte précis dans son application, c'est-à-dire il n'y a pas d'interprétation possible. C'est-à-dire, on vient compléter une loi existante, c'est le Code général des impôts, donc elle a un caractère impératif dans son exécution. Donc ça renforce les obligations légales, forcément, parce que l'obligation légale du pharmacien par rapport à l'application de la loi, par rapport au respect des formalités qui sont requises pour rester dans l'observation et le respect de la dite loi, etc. Alors, augmentation du niveau de responsabilité, bien entendu, parce que dès lors que cette loi n'est pas observée et n'est pas appliquée comme le veut le législateur, bien sûr, cela emporte la responsabilité, bien que la situation soit saine par rapport aux exercices précédents. Alors, ça s'impose aux professions réglementées, donc j'ai insisté sur ça, parce que chaque profession est régie par un texte. Donc, pour le cas présent, c'est la loi 1704 formant code du médicament, donc ça concerne les pharmaciens. Donc, il y a un régime spécifique pour les pharmaciens. Ça veut dire que les conséquences juridiques ne sont pas traitées de la même manière si on traite avec des avocats, si on traite avec des notaires, des architectes ou bien d'autres professions. Pourquoi? Parce que il se peut que nous ayons des professions qui sont liées à d'autres, c'est-à-dire pour le notaire, c'est l'enregistrement, c'est la conservation foncière, c'est une multitude d'administrations. Pour les pharmaciens, ça reste quand même un rapport direct avec le client. Alors, obligation de conformité documentaire. Alors, la tenue rigoureuse d'une comptabilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être outillé pour suivre de façon régulière l'évolution des textes de loi, notamment en matière fiscale, de manière à éviter toute interprétation qui risque d'emporter la responsabilité administrative. On va y arriver. Donc le respect et la tenue de la comptabilité sont d'une importance capitale. Donc la traçabilité juridique des opérations, bien sûr, il faut être en mesure de prouver à chaque moment que tout document est correctement répertorié, de manière à faciliter si contrôle il y a, faciliter l'accès à ces opérations, ça donne déjà une idée au contrôleur ou bien à l'inspecteur qui inspecte ou bien qui initie le contrôle afin de fournir tous les éléments nécessaires pour s'affranchir de la responsabilité. Bien sûr, ça va de soi pour la cohérence des actes et des documents. Donc, on ne peut pas, comme l'a si bien expliqué M. Cazemin tout à l'heure, on ne peut pas être devant une situation qui est contredite par un achat qui est démesuré par rapport aux documents qui sont présentés. Donc la responsabilité personnelle du pharmacien, ça va de soi, parce que c'est une responsabilité qui découle de l'inobservation de l'une des règles que je viens de citer, c'est-à-dire en cas d'une comptabilité non bien tenue, voire même une interprétation qui conduirait à une comptabilité qui n'est pas bien tenue, peut déboucher sur une responsabilité engagée du pharmacien. Donc la responsabilité, elle est de trois ordres: administrative, civile, professionnelle, voire même pénale. Donc la responsabilité administrative, l'explication est dans le mot lui-même, c'est la responsabilité devant l'administration fiscale en cas de contrôle. Donc la responsabilité, elle est emportée dès lors qu'il est révélé que la traçabilité n'est pas à jour, ou bien les documents ne sont pas conformes, voire même une dissimulation d'un certain nombre de données, voire même une mauvaise interprétation. Ça veut dire que la bonne foi ne suffit pas. Si l'interprétation est faite de manière à dérouter, voire même l'inspecteur, on va se ranger à l'avis de l'inspecteur en la matière. Alors, la responsabilité civile professionnelle, ça c'est très important parce que il se peut que la situation conduit à un mouvement de chaîne, c'est-à-dire il se peut que d'autres personnes, sur la base de votre déclaration ou bien d'une fausse manipulation, voire même une fausse interprétation de votre comptabilité, puissent générer un problème en chaîne et votre responsabilité est engagée dès lors qu'il est établi que vous avez été à la source et à l'origine du problème. Donc c'est l'article 77 du DOC qui initie le principe de la responsabilité civile. Alors, le pire, c'est la responsabilité pénale. Si la mauvaise foi est à l'origine de la dissimulation d'un certain nombre d'éléments, fraude, ou bien voire même dissimulation qui conduirait à des opérations encore plus graves, blanchiment d'argent, détournement, etc., ça peut aller jusqu'à la responsabilité pénale. Ça veut dire des peines d'emprisonnement qui peuvent être prévues à cet effet.
Alors, le contrôle renforcé. Alors, les pouvoirs qui sont reconnus à l'administration aujourd'hui ne sont plus les pouvoirs qui prévalaient pendant un certain temps. Aujourd'hui, l'administration fiscale dispose de moyens très développés afin de faire remonter l'information, remonter les éléments pour faire des recoupements de manière très très facile, voire même l'intervention de ces casements a porté sur même le rythme de vie, la vie personnelle de chacun du pharmacien peut conduire comment dire, à faire ressortir la responsabilité et du coup être confronté à des recours, à des procédures, etc., judiciaires et j'en passe. Alors, la dématérialisation, je vais y arriver. Aujourd'hui, vous savez que tout est traçable à travers les comptes bancaires, à travers une série d'éléments, à travers même la télédéclaration. Tous ces éléments conduisent aujourd'hui à la que les anomalies peuvent être détectées de manière très très rapide. Donc le contrôle juridique structuré, donc ça va dans le même sens. Aujourd'hui, les contrôles sont faits de manière à ce qu'on vous permette pas de remettre en cause ce qui a été révélé parce que c'est un travail de recoupement qui fait ressortir les anomalies. Alors ça, c'est un volet très très important, la primauté de la loi. La loi fiscale est d'interprétation stricte, et elle prévaut sur toute doctrine administrative et s'impose comme seule référence opposable en cas de litige. Très souvent, il y a des gens qui se rangent aux avis, qui se rangent aux articles, qui se rangent, je ne sais pas moi, à des partages sur certains sites, de la part de certaines personnes qui se présentent comme maîtrisant les mécanismes. Attention, il faut faire très très attention. On prend l'information, mais on vérifie son adéquation avec la loi. Si la loi ne va pas dans le sens de l'article, de l'interprétation qui en est faite par d'autres personnes, vous risquez d'être confronté à de graves problèmes. Faites en sorte de ne pas prendre l'information et l'appliquer. Il faut prendre l'information et la vérifier préalablement si elle est conforme à la loi et si l'interprétation est conforme avec la loi. Je parle d'interprétation, c'est très très important. On ne parle pas de la loi, on parle de l'interprétation de la loi. L'administration fiscale a la tendance à interpréter de façon restrictive, c'est-à-dire la loi elle est applicable et on ne peut pas aller chercher quelque chose derrière laquelle on pourrait se cacher pour se dérober de l'obligation. Alors, les circulaires non contraignantes, ça c'est très très important parce que y a des gens qui font parfois un travail de comparaison avec des circulaires. Le nombre de circulaires est tellement important qu'il se peut qu'on tombe sur des cas qui pourraient faire naître une interprétation. Attention, l'ancien circulaire n'est pas conforme à la présente circulaire et on peut se cacher derrière cette interprétation que dans les circulaires pour se dérober de l'obligation. Les circulaires sont non contraignantes. Je prends comme exemple un cas spécifique. Lorsque il fut un temps où lors des ventes immobilières, on vous parlait très souvent de référentiel de prix. Le référentiel, ça a fait l'objet d'une décision, enfin d'une interprétation de la jurisprudence marocaine. La Cour de cassation a considéré que une circulaire, ça concerne uniquement l'administration dans son fonctionnement. Tu dis que non, monsieur, j'ai un contrôle, ou bien un redressement plutôt. Tu dis que non, on a appliqué le référentiel des prix. Le tribunal, le juge a dit non, le référentiel de prix, ça vous sert à faire des comparaisons chez vous, à l'intérieur de l'administration. Par contre, le juge n'est pas soumis à l'obligation de suivre la circulaire. Ça, c'est une note interne, mais moi, juge, je considère qu'il y a possibilité de remettre en cause le montant. Donc, ça n'a pas de caractère contraignant autant qu'une loi. Il y a plusieurs exemples qu'on peut citer à cet effet. Alors, bien sûr, j'ai donné l'exemple en parlant du rôle du juge. Il appartient au juge de vérifier si oui ou non la circulaire est applicable, si oui ou non une telle loi doit être interprétée de telle manière ou de telle manière, mais à condition que l'affaire soit portée devant le juge pour lui permettre de se prononcer sur la question. Alors, on y parle, les recours juridiques possibles. Alors, le recours administratif préalable. La contestation formelle de la décision administrative, donc je parle du cas où l'administration fiscale viendrait à interpréter de manière abusive selon la lecture du pharmacien d'une certaine disposition auprès de l'autorité compétente ou de son supérieur hiérarchique avant toute action contentieuse. Il y a possibilité d'aller discuter, d'aller chercher l'information précise et l'applicabilité du texte de loi pour pouvoir éventuellement se mettre d'accord avant le recours judiciaire. Donc il y a cette possibilité qui est prévue. Alors le contentieux administratif, donc maintenant nous sommes dans une phase un peu plus officielle. Bien sûr, il faut avoir préalablement respecté le formalisme requis. C'est très important, je prends note
de la remarque de Sekazman tout à l'heure concernant les vices de forme. On va y arriver tout à l'heure aussi. C'est très très important parce que bien que le contentieux soit enclenché, mais il est conditionné, dicté par la nécessité de respecter le formalisme. Ça veut dire il faut que vous ayez reçu la notification, il faut que la notification soit précise par rapport à tel volet. Est-ce que c'est une vérification d'ensemble, ou bien sur telle opération ou telle opération, sur les années concernées, etc. Ces vices de forme ont fait que certains contribuables ont exercé des recours devant les tribunaux et ils ont obtenu gain de cause. Et, bien sûr, la loi s'adapte en fonction des échecs. Ils sont parfois essuyés par l'administration fiscale pour non-respect du formalisme. Donc, dès lors, il faut insister, dès la réception d'une notification, quelle qu'en soit la nature, de vérifier sur quoi elle porte et on a le droit d'en contester le contenu si elle devrait dépasser, si l'opération devrait aller au-delà de ce qui est prévu dans la notification. Donc, le contentieux administratif, donc ça commence déjà par les commissions. Donc, s'il y a contestation, on passe par une commission locale, après un recours auprès du tribunal administratif, voire même la Cour de cassation qui instaure le principe ou bien les principes que devrait suivre l'administration autant que le contribuable lui-même. Pardon. Alors, lorsqu'un jugement est rendu, bien sûr, il remet en cause tout ce qui vous a été opposé par l'administration fiscale. Ce n'est pas parce que lors d'une notification quelconque ou bien un redressement quelconque, il y a un montant X que forcément ce montant doit être appliqué. Donc, dès lors que ce montant est reconsidéré par un jugement rendu par le tribunal, bien entendu, vous n'êtes pas soumis au paiement de cette somme. Il appartient à ce moment-là, non pas, mais je ne le conseille pas, si par exemple, un juge révise le montant à la baisse, je vous conseille vivement d'aller le payer. Faute de quoi, vous ne risquez rien tant que l'administration n'engage pas de procédure de formalité pour elle-même reconsidérer le montant et venir l'exécuter contre vous. Alors, la structuration juridique, je ne sais pas si on peut passer à l'autre volet. Je parle lorsqu'on passe... Oui, mais juste parce qu'on parle de cession. Donc, c'est le passage du statut de personne physique à personne morale. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cette situation. Alors, je parle d'abord des principes généraux parce que l'avantage de passer de personne physique à personne morale, d'abord, il est clairement possible pour le cas du pharmacien parce qu'on reste dans une activité d'abord réglementée par la loi 1704. Deuxièmement, par le statut de commerçant, parce que dès lors que vous disposez d'un numéro de registre de commerce et vous êtes inscrit au registre de commerce, donc il y a un fonds de commerce exploité par une personne physique ou morale. Donc le passage de physique à morale, c'est quelque chose qui est complètement possible, aucun problème, aucune objection par rapport à ça. Bien sûr, il y a des implications juridiques, il y a des implications comptables, il y a aussi et surtout des implications fiscales, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Kazman. Alors, distinguer strictement le patrimoine personnel des actifs professionnels pour protéger les biens privés face au risque accru de l'exploitation. Bien sûr, lorsque vous passez au statut de personne morale, il y a un principe. Si la loi prévoit personne morale et personne physique, ça peut dire que les régimes ne sont pas les mêmes. Bien que je sois moi-même le gérant, voire même associé unique, mais dans le traitement, ce sont deux cas complètement différents. Ce n'est pas parce que je suis associé unique ou gérant que ma responsabilité ou bien je suis responsable personnellement sur mes biens personnels. Si, en cas de problème, il y a un recours contre l'entité, donc je ne réponds pas sur mes biens personnels. Donc si je reste en personne physique, quelle que soit la nature du problème plus tard, que ce soit avec l'administration fiscale, voire même avec d'autres entités, il y a possibilité que le patrimoine personnel soit saisi. Et si c'est la société, le seul patrimoine qui demeure saisissable, c'est le fonds de commerce et le compte bancaire en cas de besoin. Il n'y a rien d'autre. Donc on n'emporte pas la responsabilité personnelle, sauf pour des cas spécifiques que je vais citer tout à l'heure. Donc, question de gouvernance, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ne serait-ce que sur le point de la responsabilité civile, moi je considère que se mettre sur le régime d'une SARL personne morale est plus avantageux, voire même sur les répercussions dont on a parlé tout à l'heure, IR-IS. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. C'est une lecture que doit mener le pharmacien selon ses intérêts. Pardon. Alors, la répartition des responsabilités. Alors, j'insiste sur ce point parce que ce n'est pas parce qu'on passe du statut personne physique à personne morale que forcément on est dédouané de la responsabilité personnelle. Il y a des cas spécifiques, c'est
En cas, il y a quelque chose qui est prévu dans le code de commerce marocain, c'est le cas du traitement le traitement des entreprises en difficulté. Si une entreprise est en difficulté, elle peut bénéficier d'une procédure judiciaire, ce qu'on appelle le redressement judiciaire. Donc, s'il y a des difficultés, on peut faire une demande au tribunal pour que le tribunal nomme ce qu'on appelle un syndic pour gérer ou co-gérer avec le pharmacien, s'il est gérant bien sûr, pour essayer de redresser la situation. Donc, on redresse la situation en arrêtant toutes les procédures d'exécution dirigées contre la société. Tout s'arrête pendant un certain temps. Et en général, c'est entre le plan de continuation s'établit en général entre 8 et 10 ans. Donc 10 ans, aucune exécution ne peut se faire, ne peut s'opérer contre l'entité tant que la procédure est en cours. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a un risque. S'il est révélé que la situation de la société résulte d'une faute de gestion, il se peut qu'on demande ce qu'on appelle une extension vers les biens personnels du responsable, c'est-à-dire le gérant lui-même. Donc c'est un cas spécifique où la responsabilité personnelle peut être recherchée dans ce cas de figure. Alors, donc c'est ce dont je viens de parler. Donc, risque majeur de voir les biens personnels saisis pour les dettes professionnelles en l'absence d'une séparation juridique stricte et documentée. Bien sûr, c'est le cas de la personne morale. Alors, les contrats... Pardon. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, sur ce régime de responsabilité, il faut bien s'informer pour que la transition se fasse de manière à ne pas rechercher la responsabilité du pharmacien s'il est établi qu'une faute de gestion lui serait imputable. Donc, le troisième volet, il s'agit, je ne sais pas si on peut passer à la libéralisation de l'activité. C'est le moment où je peux y aller? Très bien. Très bien, très bien. Alors, sur le principe de ce projet, ou bien quelque chose qui est en train de prendre forme, qui risquerait d'être inadapté à la loi 1704, sur ce principe de libéralisation du marché des pharmacies, ça, c'est quelque chose qui peut déboucher soit sur du positif pur, soit du négatif. Mais tout dépend d'un élément crucial, et je vais le développer tout à l'heure, c'est comment s'opérera cette transition. Est-ce que les petites pharmacies seront concernées négativement par cette libéralisation, sachant qu'une loi spéciale doit s'adapter à ce principe. Le conseil que je donne, c'est que ça ne peut pas s'opérer tant qu'il n'y a pas des contrats qui sont signés. Et ces contrats, tant qu'ils ne sont pas verrouillés, vérifiés, avec même bien accompagnés avec des juristes, des fiscalistes, des experts comptables, il y a le risque de voir le pharmacien devenir responsable d'une situation uniquement par son statut. Il n'aura pas contribué aux décisions qui peuvent provoquer une responsabilité pénale ou civile. Alors, risque majeur de voir les biens. Alors, ça, on est passé à autre chose. Alors, l'ouverture du marché entraîne une diversification complexe des partenaires commerciaux. Déjà, dans un premier temps, vous n'aurez pas un seul interlocuteur, mais plusieurs. Ça veut dire, lorsqu'on est dans une structure assez développée, il y aura des fournisseurs, il y aura des contrats, il y aura une masse salariale à négocier, il y aura les banquiers avec qui il faut négocier plusieurs ouvertures de comptes, etc. Donc, il y aura une diversité de partenaires et d'interlocuteurs qui risqueraient de provoquer, par exemple, des responsabilités encore plus importantes. Alors, le déséquilibre contractuel. Alors, c'est de ça que je parlais, parce que le passage passe par un contrat qui sera signé avec des gens qui apportent des capitaux pour développer la pharmacie, et ces contrats sont généralement faits de manière à faire adhérer le pharmacien, parce que il y a le poids dominant de la finance, du capital qui est mis à la disposition. Ça veut dire que il se peut que le pharmacien subisse les conditions qu'on lui impose, et ça devient ce qu'on appelle un contrat d'adhésion et non pas un contrat négocié. Donc, si cette phase de négociation ne se passe pas bien, il y a le risque qui devient de plus en plus important, d'abord en termes de responsabilité civile, pénale, pour des décisions qui ne sont pas prises. On se heurtera aussi à l'interprétation du juge qui vous dira, bien que vous ayez eu une bonne foi dans la rédaction du contrat, mais pour moi, vous êtes pharmacien, dans la loi 1704, vous êtes définitivement responsable. Moi, peu importe la structure, peu importe les intervenants, peu importe les associés, etc.
Donc, il faut faire très très attention à cet aspect contractuel s'il viendrait à être appliqué. Donc, nous attendons avec beaucoup d'impatience. Est-ce que la loi va demeurer la même, ce qui serait très très dangereux? Il faut adapter la loi à ces mesures de manière à protéger le pharmacien en cas d'intervention de grands capitaux. Alors, la dépendance juridique, ça veut dire que vous ne serez plus maître de la situation. Je l'ai expliqué. S'il y a s'il y a des préjudices subis par les tiers, c'est le pharmacien, parce qu'il y a un cadre de loi. Parce que le pharmacien aussi, il est soumis à une responsabilité supplémentaire, c'est la responsabilité disciplinaire. Le conseil de l'ordre peut intervenir. La responsabilité civile, on sait ce que c'est. Et la responsabilité pénale, c'est encore plus grave parce qu'il y a le risque d'une enquête auprès des services de la police, etc. Donc, du coup, les recommandations, de manière un peu plus simple, c'est la mise en place de verrous juridiques et des clauses spécifiques, c'est-à-dire garantissant l'insaisissabilité de l'outil de travail, préservant la liberté d'exercice face aux tiers. Donc, il faut se protéger. Dès lors que le contrat devrait être signé, il faut se protéger à travers des clauses qui mettraient le pharmacien devant comment dire, au-delà de toute mesure qui viendrait à l'encontre de l'intérêt du pharmacien, voire de la profession. Donc, il faut faire en sorte que le pharmacien décide lui-même. Comme ça, la responsabilité, si elle viendrait à être engagée, il aura au moins une responsabilité sur une décision qu'il aura lui-même assumée et assurée. Donc, la maîtrise juridique, capacité renforcée à piloter la conformité réglementaire de l'officine. Donc, je pars de la loi, espérant que d'ici là, il y aura quelque chose d'assez concret dans ce sens. Donc, la capacité de contestation, le renforcement des droits à la défense et des voies de recours administratif pour contester des décisions portant sur les intérêts des pharmaciens. Donc, on revient toujours à la source, c'est la loi 1704 qui devrait impérativement, faut faire un lobbying, faut faire un plaidoyer dans ce sens, de manière à ne pas permettre l'intrusion de ces organisations qui risqueraient de mettre à mal l'exercice de la profession. Alors, restera un dernier point, c'est les petites pharmacies. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que les petites pharmacies seraient impactées par la situation? A priori, non, parce que ce n'est pas évident de passer du jour au lendemain à un régime de capitaux externes et qui viendrait du jour au lendemain remettre en cause ce qui prévaut dans certaines villes ou bien dans certaines localités. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Dès lors que les choses se font dans un cadre juridique protégeant, dans un cadre juridique de négociation, dans un cadre contractuel bien accompagné, moi je ne pense pas qu'il y aura un problème par rapport à la situation actuelle. Voilà, donc j'ouvre là la possibilité parce que c'est à travers les questions-réponses qu'on pourra mettre plus d'évidence à ce qu'on vient de raconter. Merci beaucoup, Maître Hannibal. Je vous laisse récupérer vos affaires. Merci à vous. Donc, nous avons eu là deux très belles présentations par rapport à la fiscalité, aux obligations fiscales d'une part issues de la loi de finances 2026, mais aussi à tout ce qui est contraintes juridiques et réglementaires qu'elle pourrait nous apporter, avec un future back où on est parti voir un peu plus loin en parlant de libéralisation de l'officine et ses potentiels impacts. Alors maintenant, on va aller un peu plus sur l'opérationnalisation de tout ça avec des petits cas concrets. Et puis ensuite, on vous ouvrira le Q&A pour vos propres questions-réponses et pourquoi pas vos propres expériences. La première, c'est que je commencerai donc toujours en respectant les 4 volets dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé du premier volet, c'était celui de la cession de l'officine. Donc, c'est une question pour vous deux, Monsieur Kazman et Maître Hannibal. C'est quelles sont en fait les obligations légales de votre côté, Maître Hannibal, et les obligations administratives de votre côté, Monsieur Kazman, quand il s'agit d'un pharmacien qui souhaite céder son officine. Quelle est la procédure et juridiquement comment il doit se préparer, mais aussi comptablement et fiscalement. Donc, à vous la parole. Par rapport à la cession d'une pharmacie, alors déjà, il faut savoir est-ce que la pharmacie elle est en personne physique ou en personne morale. Donc, lorsque une pharmacie elle est en personne morale, généralement, on cède des titres.
Donc, il y a un acte de cession. Moi, je parle du volet, encore une fois, comptable et fiscal. Il y a un acte de cession des titres. Cet acte doit être enregistré au niveau de l'administration fiscale. Et puis, celui qui cède doit faire une déclaration fiscale pour déclarer donc l'impôt, la plus-value qu'il a dégagée. Il paye l'impôt sur la plus-value. Il y a au niveau du registre de commerce, il faut mettre à jour le registre de commerce. Il faut faire une assemblée pour constater qu'il y a eu une cession et que le nouvel associé est l'actionnaire, l'associé qui a acheté la pharmacie. Lorsqu'on est dans le cas d'une personne physique, dans ce cas-là, c'est un acte qui est devant avocat ou même devant notaire, où il y a un acte de cession de fonds de commerce. Cet acte de cession de fonds de commerce, il est enregistré fiscalement. Il est enregistré à 6%. Alors, ça, c'est déjà une première différence. Lorsqu'on cède des titres, ils sont exonérés de droits d'enregistrement. Lorsqu'on cède un fonds de commerce, il est enregistré à 6%, déjà par rapport à l'acquéreur. Et dans ce cas-là, donc, il y a des démarches à faire aussi au niveau du tribunal pour remettre à jour le registre de commerce. Donc, celui qui cède, il a une déclaration au niveau de son impôt sur le revenu qu'il doit faire à la fin d'année. Il va constater en fait la plus-value sur cette cession de fonds de commerce qui va être taxée à l'impôt sur le revenu selon le barème. D'accord. Voilà un peu les modalités au niveau comptable et fiscal de cession de la pharmacie. Un troisième cas avant de passer à la partie légale, sur la partie technique, est-ce qu'un pharmacien peut céder donc des titres, des parts sociales quand il est dans le cas de SARL, de manière à ne pas céder les 100%? Est-ce qu'il peut rentrer avec lui un associé gérant ou pas gérant dans les parts sociales de la pharmacie? Alors, moi je vais parler du cadre général. Lorsqu'on on a 100% des titres d'une société, je veux céder 50% de mes titres à quelqu'un, à une personne autre. J'ai tout à fait le droit de céder. Maintenant, il faut voir par rapport à la loi 1704, parce que j'imagine que pour exercer la pharmacie, il faut avoir le diplôme. Donc, est-ce que deux pharmaciens peuvent être associés au sein d'une même pharmacie? Je pense que c'est possible. Après, a priori, oui. Il y a pas de. On peut céder une quote-part 50% des parts de ces titres. Donc, sur le plan légal, Maître Hannibal, qu'est-ce que vous nous proposez comme procédure légale? Sur le plan légal, tant que nous sommes dans les contrats, dans l'établissement d'un contrat, donc ce sont les effets juridiques qui se transmettent, mais il faut faire attention, c'est que ça passe effectivement par les rédactions du contrat, qu'il faut faire valider en assemblée, bien entendu, parce qu'une SARL, donc il y a des statuts à mettre en place, et puis l'inscription au registre de commerce. Par contre, il faut faire attention. Donc, s'il est question d'un fonds de commerce, il y a beaucoup d'implications juridiques, c'est-à-dire il faut que le fonds de commerce en question ne fasse pas l'objet d'inscription ni d'opposition, donc il faut qu'il soit vierge. Donc dès lors que le registre de commerce constate que l'exercice fait ressortir une inscription quelconque, l'opération ne peut pas se concrétiser jusqu'à la production de la radiation de l'inscription, l'antissement, quelque chose, une hypothèque à la banque, la CNSS, la perception, etc., etc. Donc dès lors que ces conditions sont remplies, c'est-à-dire le formalisme respecté, établissement du contrat, élaboration des statuts, et si rien n'empêche la transmission et l'inscription, donc bien sûr avec tout ce qui va avec, la patente, un numéro de RC, un nouveau numéro, etc. Donc l'activité peut prendre effet à partir de cette date. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, on a un autre cas qu'on peut retrouver souvent dans la session de l'officine, c'est que il y a certains pharmaciens qui ne sont pas propriétaires de leur local. Donc, quand ils sont personnes physiques et qu'ils louent le local à un propriétaire, mais qui souhaitent céder leur fonds de commerce, mais leur fonds de commerce va forcément de pair avec le local, quelle est la procédure juridique si le propriétaire ne souhaite pas louer à quelqu'un d'autre?
Non, il n'y a pas de procédure. Alors, il faut expliquer un principe très important. Je vous remercie pour la question parce qu'elle est d'une importance capitale. Elle m'a été posée pas mal de fois. Il faut partir du principe que l'exploitation d'un fonds de commerce, on parle de fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est un bien meuble. Meuble, manqoul. Dans le régime classique, l'aqar ou le manqoul. Donc, l'immeuble et le meuble. Donc, le propriétaire, il est propriétaire de l'immeuble, ça veut dire le local, les murs. Donc, le propriétaire, dans ce cas de figure, s'il est question de toucher les murs, là, le propriétaire intervient. Mais qu'est-ce qui est concerné aujourd'hui? C'est le fonds de commerce. Donc, puisque le fonds de commerce est un bien meuble, le propriétaire n'a pas intervenu. Donc, son autorisation n'est pas requise. Pourquoi? Parce que le fonds de commerce, dans sa définition, c'est quoi? C'est un bien meuble, donc déjà, on le met le statut, composé de deux éléments. Les éléments matériels et immatériels. Les éléments matériels, c'est quoi? C'est matériel, outillage, machines, équipements, etc., etc. L'immatériel, c'est la clientèle, l'achalandage et le droit au bail. Donc, le droit au bail, c'est une composante du fonds de commerce qui est un bien meuble. Donc, le droit au bail, c'est comme si je louais mon bureau, mon ordinateur, ma machine, etc. Donc, le propriétaire n'a pas à intervenir tant que le commerçant pharmacien use de son droit au bail. Donc, il transmet le droit au bail à un nouveau locataire, en l'occurrence même la société qui viendrait à créer. Par contre, le propriétaire ne devrait être qu'informé. On ne sollicite pas l'autorisation du propriétaire. On l'informe de la transmission du droit de bail de X personnes à X personnes. Il faut faire attention néanmoins à un élément, un seul. C'est qu'il se peut que dans le contrat de bail initial, on y ait inséré une clause qu'on appelle une clause des préférences. Attention, si vous viendrez à utiliser votre droit au bail, je devrais être informé ou bien vous proposer le contrat de bail à moi-même en tant que propriétaire. Donc, c'est très rare où on retrouve cette clause. Donc, si elle n'existe pas, la transmission peut se faire nonobstant l'opposition du propriétaire. Parfait, merci beaucoup. Et dans le... Sauf que, Oui. si je peux me permettre, effectivement, sauf qu'au niveau pratique, lorsqu'on fait les transformations, généralement, à l'administration fiscale, on nous demande un nouveau contrat de bail avec la société. Justement, j'allais... Ce qui n'est pas... Justement. Merci d'avoir anticipé ma question. Mais le contrat de bail dont il est question, c'est le contrat de bail qui est établi par le cédant du fonds de commerce ou cessionnaire. Mhm. On ne parle pas de propriétaire. Parce que je suis propriétaire du fonds de commerce. Donc, X loue à Y, Y veut louer à Z. Donc, X est propriétaire. Donc, le contrat de bail qu'il faut produire, c'est le contrat de bail entre le Z et le Y, non pas le X. D'accord. Et si c'est une pharmacie personne physique qui souhaite céder ce fonds de commerce à un pharmacien qui, lui, compte exercer en société. Et donc, le contrat de bail passe entre le propriétaire et la personne physique au propriétaire à la SARL. Est-ce que le propriétaire a le droit de refuser? Non, c'est-à-dire, peu importe le statut physique ou moral, je parle d'un contrat de bail propriétaire, locataire, le propriétaire d'un bien où est exploité un fonds de commerce. Le contrat, c'est un contrat de bail commercial. D'accord. Donc, que vous soyez personne physique ou personne morale, ce droit au bail, il vous est reconnu par la loi. Donc, vous êtes en droit d'en disposer comme bon vous semble. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de garder vos questions à noter pour la suite. Alors, maintenant, par rapport au deuxième volet, qui est le contrôle parallèle personne physique, personne morale, que vous nous avez largement présenté, Monsieur Kazmen. Quelle est la différence concrètement entre céder un titre et céder un fonds de commerce? Puisque vous avez parlé tout à l'heure des deux cas de figure. Bon, l'année dernière, on avait présenté des cas pratiques, etc. Mais céder des titres, ça veut dire que je cède l'actif et le passif. Ça veut dire que je cède les capitaux propres. Donc, lorsque je cède les titres d'une pharmacie, la personne qui devient un nouvel associé, ben, il va être dans la continuité de la société. Donc, il achète et l'actif et le passif. S'il y a des dettes antérieures, ben, le nouvel associé doit honorer ses dettes. Lorsque j'achète un fonds de commerce, j'achète que l'actif, j'achète un actif. Okay. Donc, j'achète un actif, donc je n'ai pas d'obligation ni vis-à-vis de l'administration fiscale, ni j'ai pas des dettes, je ne récupère pas les dettes.
Voici la plus grosse différence entre acquisition de titres et acquisition d'un actif qui est fonds de commerce. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, par rapport au droit du travail, il y a souvent une question qui se pose et qui revient, c'est que les collaborateurs en pharmacie sont des collaborateurs selon le droit du travail, vous cotisez des charges sociales patronales, etc. Mais nous retrouverons très rare des écrits contractuels, contrats de travail, qui régissent ces relations. En cas de contentieux, et c'est pour vous, Maître Hannibal, si absence de ce contrat de travail, quelle est la juridiction qui prévaut et comment régler ce contentieux? Quel est le risque que le pharmacien aussi, s'il y a un problème entre le collaborateur et le pharmacien, mais il y a absence de contrat de travail écrit? Alors, première chose, le Code du travail, donc la loi 65/99, elle introduit un principe très simple en raison de la nature du contrat. C'est un contrat de travail. Donc, le contrat, donc c'est un principe connu et reconnu. Le contrat de travail n'est pas une obligation pour justifier ou prouver l'existence de ce qu'on appelle le lien de subordination. Donc, Monsieur X travaille chez Y. Donc, dès lors que l'opération peut être actée par des virements permanents, par l'immatriculation à la CNSS, par même le témoignage. Donc, tous les moyens sont bons pour prouver l'existence de ce lien de subordination. Donc, une constance de paiement de salaire suffit à justifier et à prouver que le contrat de travail existe. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir un contrat de travail. Ça ne veut pas dire on ne doit pas le faire, il est fortement conseillé de l'avoir pour que les engagements et les conditions de chacune des parties soient clairement exprimés. Alors, dans le cas de la pharmacie, là, c'est autre chose. Donc, pour les collaborateurs, il y a, je ne sais pas, à la date d'aujourd'hui, il y a un décret qui devrait faire ressortir le modèle de contrat type qui doit régir les rapports entre le pharmacien et ses préposés. Malheureusement, ce décret n'a pas encore vu le jour. D'accord, merci beaucoup. Du coup, c'est pour vous maintenant, Monsieur Kazman. On a parlé tout à l'heure de recrutement de stagiaires. Plusieurs pharmaciens peuvent faire appel à des stagiaires en faculté de pharmacie pour avoir une expérience au comptoir, être préparateur en pharmacie, des stages d'une durée de 6 mois. Et on a vu tout à l'heure que la CGI, la CNSS avaient proposer quelques conditions et j'ai relevé que une condition revenait, bon, à part celui qui est inscription au doctorat qui est compliqué à remplir, il y a la condition de l'ANAPEC. Concrètement, comment faire pour s'assurer que son stagiaire est inscrit à l'ANAPEC? Est-ce que c'est quelque chose que le pharmacien doit faire ou est-ce que c'est une chose que le stagiaire doit faire? Et est-ce que c'est une procédure simple ou pas? Bon, moi aussi, je recrute des stagiaires et je suis pas. Tout le monde a envie d'aider, mais malheureusement, c'est le cas. Si on veut effectivement respecter le cas, il y a lieu de contacter l'ANAPEC. Vous lui dites, on a un besoin de stagiaires dans tel domaine, et il vous propose une liste de candidats qui sont déjà inscrits à l'ANAPEC. Vous pouvez passer des entretiens. Ils peuvent même eux-mêmes passer des entretiens et vous proposer une shortlist par rapport à votre besoin. Ah d'accord, donc ça peut pas être en direct avec l'école, la fac, qui, elle, est en charge de la convention tripartite normalement qui est faite. Ben, il faut que le candidat soit inscrit à l'ANAPEC. Et ça, c'est à sa charge au candidat, C'est normalement. le candidat qui cherche un travail et donc parmi les portes, il va à l'ANAPEC pour dire voilà. Donc ça ne peut pas être un candidat qui n'est pas encore diplômé s'il cherche déjà un travail en tant que stagiaire. Ben, Sinon, il ne peut pas être inscrit à l'ANAPEC, je crois. S'il est en cursus, Oui, en cursus. Que ça soit n'importe quel domaine, oui. Ben dans ce cas-là, il n'est pas inscrit à l'ANAPEC. Donc en fait, quand vous recrutez des stagiaires, il faut absolument prendre en compte que si vous les payez 2000 dirhams par mois, vous devez absolument prévoir la retenue à la source de 30% en supplémentaire. C'est 2000 dirhams, c'est net, donc il faut diviser 2000 par 70%. Donc ça vous fait le brut. Et donc la différence... prévoir 30% de plus globalement. D'accord, très bien, merci. Du coup, ça nous fait revenir un petit peu à la partie aussi toujours fiscale par rapport au contrôle fiscal. Vous avez parlé tout à l'heure que le rythme de vie du pharmacien pouvait faire appel aussi à des contrôles ou quand on achète une maison à 3 millions mais que vous déclarez un revenu qui est inférieur, ça peut faire appel à des contrôles. Concrètement, la CGI aujourd'hui avec ses systèmes d'information, est-ce qu'on a une idée des indicateurs clés qui remontent chez elle pour attirer
qui motive le contrôle fiscal dans une pharmacie d'officine? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui montent au rouge à connaître? Je pense que le seul indicateur important, c'est le taux de marge. Ok, Et il y a eu, il y a quelques années, il y a eu l'amnistie. oui. Et la négociation par rapport à l'amnistie a été négociée sur la base de ce taux de marge, parce que c'est le seul indicateur qu'on va dire valable à l'ensemble des pharmacies, parce que c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Donc, c'est ça qui est le taux de marge. Après, chaque pharmacie a sa propre structure. Il y en a des qui sont... il a plusieurs salariés, il y a qui a un loyer important, il y en a qui n'ont pas de loyer, etc., etc. Donc, le résultat va dépendre de plusieurs autres paramètres, mais le seul paramètre, c'est le taux de marge. Ça, d'une part. Et puis, il y a des indicateurs qui peuvent aussi attirer l'administration fiscale, parce que maintenant, tout est interconnecté, que ce soit la conservation foncière, que ce soit voilà, les véhicules, etc. Donc, toute acquisition d'un certain seuil peut attirer l'attention de l'administration fiscale pour venir contrôler le contenu. Mais en termes de recommandations de bonnes pratiques sur le bilan, d'ailleurs, comme ils sont pour la majorité en préparation du dépôt du bilan de fonds. Il faut dégager une marge entre 25 et 30%. Ok. Ben, vous avez noté. Oui, je passe aux questions de l'audience tout de suite. Encore une dernière question pour Maître Hannibal et ensuite on ouvre la session Q&A. Alors, Maître Hannibal, par rapport à la réglementation et votre décortication de la loi 1704, est-ce que le pharmacien aujourd'hui est cantonné à son unique exercice en tant que pharmacien d'officine dans sa pharmacie, ou est-ce qu'il peut également, comme certains médecins le font, avoir des notes d'honoraires, de conseils, de préparation, de formation sous un autre statut, et puis ensuite, Monsieur Kazmen, est-ce qu'il peut facturer en fait cela à travers sa pharmacie ou par ailleurs? Merci. Bon, déjà, tout ce qui n'est pas interdit est toléré et autorisé. Donc, il n'y a aucune disposition, j'ai lu la loi, il n'y a aucune disposition qui interdit l'exercice d'une autre activité autre que celle du pharmacien. Alors, la distinction qu'il faut opérer entre pharmacien et médecin, architecte, notaire, avocat, c'est que ces 4 dernières professions sont réglementées, sont des professions libérales. Ça veut dire, avocat, notaire, architecte, médecin, on n'a pas le droit d'avoir le statut de commerçant. Donc, on ne peut pas avoir de registre de commerce. Nous, les avocats, on n'a pas de registre de commerce. Donc, le pharmacien, il a un registre de commerce. Donc, c'est un commerçant. Donc, dès lors qu'il y a cette liberté, on l'autorise à exercer en tant que commerçant, ça veut dire qu'aucune interdiction ne peut lui être opposée pour exercer une autre activité. C'est parfait, merci beaucoup pour cette clarification. Et par rapport à la facturation, est-ce qu'il doit absolument facturer à travers les comptes de la facture de la pharmacie, ou est-ce qu'il peut avoir un statut auto-entrepreneur ou personne physique? Rien n'interdit d'être gérant de sa pharmacie en tant que SARL et avoir un autre statut, que ce soit auto-entrepreneur ou CPU pour une autre activité, et fournir une facture à travers cet autre statut. Il ne peut pas, bien sûr, avoir la cession de médicaments au sein. Évidemment. Voilà. Évidemment. Mais sinon, c'est ouvert de faire une autre C'est une activité. très bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que par rapport à tout ce qui est management de l'officine, il y a énormément de sources de revenus potentielles ici à explorer. Et donc, maintenant, j'ouvre le Q&A pour nos 2 experts. Et je pense qu'on a beaucoup de questions. On va commencer par le fond. Là-bas, madame qui s'est mise debout. Oui, c'est pas un micro. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci beaucoup pour ces interventions vraiment pertinentes et aussi pour toutes ces questions très très riches. J'ai 2 petites questions. La première concernant les taxes sur signalisation et les enseignes lumineuses. Et ma deuxième question pour Maître Hannibal. La première question concernant les taxes sur les signalisations et les enseignes lumineuses, les taxes municipaux, etc. Ma deuxième question pour Maître Hannibal, concernant le cas des ventes des pharmacies qui veulent vendre et qui réinvestissent. Il y a un article de loi qui prévoit un abattement de 70% sur la plus-value, qui est de 38%. Donc, il y a cet article de loi, c'est ça. Mais la loi ne prévoit pas quand
le pharmacien est personne physique, il vend sa pharmacie en tant que personne physique, mais il réinvestit, il achète une pharmacie en tant que personne morale. Est-ce que cet abattement tient toujours légalement? Je pense que c'est une faille, donc s'il y a possibilité d'éclaircir la chose. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Hifdi, ensuite la dame, ensuite monsieur et ensuite la dame. Alors, si vous permettez, madame, votre question comporte un aspect très technique. Si vous permettez, même si la question m'est destinée, avec votre permission, je soumets la réponse à monsieur Kazmen, qui a plus la maîtrise de la chose technique. Merci. Par rapport aux taxes sur les enseignes lumineuses, je pense c'est une taxe qui ressort de la commune qu'il faut payer par rapport à un emplacement, par rapport à. J'ai pas de commentaires. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit d'inverser le. Non, la taxe, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé à la question de Madame Brada. Est-ce que le pharmacien peut exercer une autre activité? Oui, parce qu'il est commerçant. Donc, le cas des enseignes lumineuses, les professions libérales en sont exonérées, c'est-à-dire notaire, avocat, médecin, architecte, on ne les paie pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que le notaire et l'avocat et l'architecte ne sont pas des commerçants qui ont besoin de mettre un panneau luminaire pour l'exercice de leur commerce. Donc nous, on est exonérés. Le mauvais côté de la chose, malheureusement, c'est que votre statut de pharmacien ne vous exonère pas du paiement parce que vous exercez du commerce. Donc vous êtes soumis, les pharmaciens en général, au paiement de cette taxe, effectivement, au profit de la commune. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que la question, c'est est-ce que vous devez payer ou bien le montant? Le montant, il est défini de façon discrétionnaire par rapport à la commune. Ça dépend parce qu'il y a des jurisprudences Oui. dans certaines villes où des pharmaciens ont gagné Oui. la cause pour ne pas payer. Dans certaines villes, mais dans d'autres villes, il y a question. Alors, les débats, ce dont je suis sûr, et j'ai des cas de jurisprudence constants, c'est que pour les cas où on n'a pas reconnu le droit de recouvrer ce montant de taxes locales, c'est le motif invoqué, c'est que les avocats, les médecins n'exercent pas du commerce, donc ils n'ont pas besoin de l'enseigne lumineuse pour leur activité. Donc c'est le principe qui a été retenu par le tribunal. Maintenant, pour le cas dont vous parlez, où des pharmaciens ont été exonérés, tant mieux. Mais j'aimerais bien savoir quel est le motif qui a été invoqué par le tribunal pour les en exonérer. Oui, merci. Par rapport à l'abattement de 70%, j'ai pas le texte en tête, mais il me semble que pour les personnes physiques, je me demande s'il il n'est pas applicable pour les biens incorporels. Il est applicable que pour les biens corporels. Je pourrais vérifier et revenir vers vous, mais il me semble que dans le cas des cessions de fonds de commerce, il n'est pas applicable cet abattement. Merci, mes chers intervenants, pour vos interventions très brillantes et très exhaustives. Merci, Madame Barada, pour votre modération qui était exemplaire. Alors, j'ai deux questions qui intéressent la plupart de nos confrères et consoeurs. Alors, je suis docteur Hifdi, je suis pharmacien titulaire. Donc, concernant la loi de finances 2026, elle a instauré une race de 5% pour les personnes, d'une part pour les personnes physiques, d'autre part pour les personnes morales. Alors pour les personnes morales, notamment les bailleurs étant une personne morale dans le cas d'une pharmacie dans le mall, et le cas d'une personne physique, c'est une personne physique, un bailleur personne physique. Donc quelle est votre lecture de la loi concernant une personne physique à personne physique bailleur dont qui tient une comptabilité et qui est au régime de RNS, alors le régime net réel. Donc, je ne peux pas, moi, mon bailleur, je ne connais pas s'il est au régime net réel ou elle là. Donc, dans ce cas-là, est-ce que la loi s'applique à moi à partir de juillet 2026 pour les 5%, ou là, c'est le truc qui continue des 10%, 15% en fonction des loyers? Alors, ça, c'est ma première question, puisque j'ai encore ce mission. C'est la deuxième question. Concernant
demandes sur pièces, les contrôles sur pièces que vous avez demandé, il y a beaucoup de gens qui ont reçu de demandes d'éclaircissement et d'explication de la part du contribuable concernant le matériel roulant, la cession du matériel roulant qui, dans la loi, remonte à 2013. Il demande au pharmacien, personne physique, qui a un matériel roulant pour son besoin personnel et pour les besoins de l'exploitation et un véhicule de tourisme, et il ne déduit pas les charges, il ne déduit pas la voiture dans ses charges, dans les récupérations. Et comment se fait-il que l'État nous demande de payer une TVA de 20%, c'est-à-dire j'établis à personne à qui je vends la voiture, j'établis une facture, je mets 20% et je verse les 20% dans les caisses de l'État. Donc, et il preuve de la neutralité de la TVA. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas la neutralité. Je paye d'un côté, mais je ne récupère pas de l'autre côté. Quelle est votre interprétation des lois? Et merci beaucoup. Alors, pour la question sur les loyers, il me semble que la loi, elle commence à être applicable à partir de juillet 2026, mais il y a des seuils. Ça ne concerne pas les pharmacies, ça concerne les sociétés qui vont faire les retenues à la source. C'est les sociétés qui font 500 millions de chiffre d'affaires. 1er janvier 2027, 350, et après 1er janvier 2028, 200 millions. Donc, rien ne va changer pour les pharmaciens. S'il loue auprès d'une personne morale, il va lui donner une facture, il va lui donner son loyer, et c'est le bailleur qui va déclarer ses revenus dans son bilan. S'il loue auprès d'une personne physique qui ne lui donne pas de facture, dans ce cas-là, il lui fait, comme d'habitude, la retenue à la source, selon si le loyer dépasse 120 000, il ne dépasse pas 120 000, soit 10%, soit 15%. Par rapport à la deuxième question, le principe est clair. Si c'est un véhicule de tourisme, je ne récupère pas la TVA sur le véhicule de tourisme. Et lorsque je cède à la fin de la période, je veux le céder, je cède le véhicule sans TVA, mais la plus-value doit être imposable au bilan du pharmacien, puisqu'elle sort de son bilan pour qu'il puisse racheter un autre véhicule. Mais s'il fait la cession, dans ce cas-là, la cession, la plus-value doit figurer dans son bilan, mais il n'y a pas de TVA au moment de la cession, puisque je n'ai pas récupéré la TVA au niveau de l'achat. Ils ont reçu, beaucoup de pharmaciens ont reçu. Il faut qu'ils justifient ça par la voiture de tourisme. Parce que la plupart, beaucoup de gens... D'abord, حيت قلت لي عنده deux véhicules. Un seul véhicule. La cession qui est payé 20% dès la... لا وقيلا تيقولوا la plus-value. C'est peut-être... ايوا صافي. Non, il n'y a pas de TVA. Non. Ils demandent TVA, vous n'avez pas payé la TVA de 20%. Oui, il faut répondre. Oui, il faut répondre que la TVA n'a pas été récupérée à l'achat, elle ne pourra pas être collectée. Elle pourra pas être collectée à la vente. Bonjour, Madame Benihia, je vous remercie pour l'intervention. Voilà, en cas de cession d'une officine, l'acheteur, il voudrait exercer en tant que SARL. Est-ce que dès le départ, il achète en étant une SARL ou est-ce qu'il vaudrait mieux l'acheter en personne physique et se transformer? Merci. Alors, déjà, il achète un fonds de commerce. Il achète un fonds de commerce. Donc, que ce soit personne physique ou morale, il achète un fonds de commerce. Donc, physique, morale, le principe est le même. Les formalités sont les mêmes. Bien sûr, le régime fiscal, c'est autre chose. Mais je parle de l'aspect juridique de la chose. Donc, Sur le régime fiscal. Ah, sur le régime fiscal? Je vous laisse le soin de... La pharmacie qui va être rachetée, elle est en personne physique ou elle est en personne? Personne physique. Ouais, ça ne sert à rien d'acheter en personne physique pour ensuite se transformer. Créer une SARL, pharmacie, et la pharmacie rachète le fonds de commerce qu'elle va intégrer dans son bilan. Merci. Alors, on avait le suivant, Oui, bonjour à tous. S'il vous plaît, je vais continuer sur cette histoire de cession de fonds de commerce de pharmacie, personnes physiques versus SARL. Ma question est, lors des transformations, beaucoup d'experts comptables ne tiennent pas compte
d'une une éventuelle vente de la pharmacie après transformation. Et donc se retrouve après transformation avec des SARL au capital de 100 000 dirhams pour vendre la pharmacie à 2, 3, 4 millions de dirhams. Et donc, vous comprenez que le différentiel entre le prix de vente et le capital lorsqu'on vend ces actions, il devient important et donc on doit sur ce montant payer 20%. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous me suivez certainement? Alors, moi, ma question est, et c'est la question de beaucoup de pharmaciens, c'est que ces pharmaciens qui se retrouvent avec 100 000 dirhams de capital et qui voudraient vendre ultérieurement, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire une augmentation de capital pour la rendre la plus proche possible du prix de cession, pour payer le moins possible en taxes de cession d'actions? Si vous approuvez cette augmentation de capital, ma question est, cette augmentation de capital, est-ce qu'il faut apporter les fonds nécessaires pour cette augmentation, ou bien est-ce comme lors de la transformation, on n'est pas obligé d'apporter les fonds pour pouvoir, après transformation, se retrouver avec une pharmacie au capital de 2-3 millions de dirhams? Est-ce que je me suis fait bien comprendre par rapport à ça? Merci. Déjà, ma première remarque, c'est que l'intérêt de la transformation, c'est de ne pas avoir un capital, parce que la personne physique, elle a créé la pharmacie, elle a passé un certain nombre d'années, et au moment où elle se transforme, il y a un commissariat aux apports, donc qui va évaluer ce fonds de commerce, et il y a tout intérêt à l'augmenter au maximum. Parce que comptablement, on va constater un capital et en contrepartie, fonds de commerce. Donc, capital au passif et fonds de commerce à l'actif. Et vaut mieux le maximiser de manière à ce que, comme vous avez dit, au moment de la cession ultérieure, puisque la taxe, on va payer que sur la plus-value générée après la transformation. Et la plus-value générée au moment de la création en tant que personne physique jusqu'au moment de la transformation, cette plus-value, elle reste en sursis d'imposition, elle est intégrée au niveau de l'actif du fonds de commerce et elle ne sera imposée, c'est pas une exonération, c'est un sursis d'imposition qui va rester jusqu'à cession ultérieure de ce fonds de commerce. Mais comme je ne cède que les titres, le fonds de commerce reste au niveau de la société, de la SARL. Et à ce moment-là, le sursis continue. Quand est-ce que le sursis tombe? C'est si je dissous la pharmacie, à ce moment-là, la première plus-value, elle devient imposable. Donc ça veut dire que lorsque je cède moi mes titres, celui qui rachète la pharmacie par la suite, il doit savoir qu'il rachète aussi un passif latent au niveau du fonds de commerce qui est relatif à la première plus-value faite par le premier pharmacien. Je ne sais pas si c'est clair. Que faire lorsqu'une pharmacie commence déjà à 100 000, elle est à 100 000 dirhams? On peut faire une augmentation de capital si on accumule des bénéfices, c'est-à-dire au niveau des réserves. Les réserves, au niveau du capital. Ou bien, il y a deux manières de faire une augmentation de capital. Soit c'est les réserves, soit c'est du compte courant. Dans ce cas-là, vous mettez l'argent, mais ça revient... On avait une dernière question. Oui, concernant avec la cession de titres. Ah, pardon. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci, Madame Brada, pour vos questions pertinentes qui nous tiennent à cœur. Et on ne cesse de répéter, on n'a jamais compris à fond. Bon, moi, ce qui me travaille, c'est la cession de... Par contre, moi, j'ai changé en société. Et je veux céder mes titres à ma fille. Je viens, ça fait même pas un an. Est-ce qu'il y a un délai d'attente avant de lui céder les titres? Et ça sera une donation, pas une vente. Alors, le régime de la transformation, c'est un régime de faveur. C'est-à-dire, on vous permet de vous transformer et que vous ne payez pas avec la plus-value au moment là. Mais il y a des conditions qu'il faut respecter. Il faut détenir les titres 4 ans. Bon, si vous ne respectez pas 4 ans, le risque tombe.
Donc, il y a les 4 ans. Il faut respecter les 4 ans. Et dans ce cas-là, si vous respectez les 4 ans, lorsque vous allez céder les titres, vous allez céder, vous allez payer sur la plus-value au moment du capital actuel, mais la valeur au moment de la cession. Mais il faut respecter les 4 ans. Si vous ne respectez pas les 4 ans, on va vous imposer la plus-value liberty au moment de la création jusqu'au moment de la transformation. D'accord. Le fait que ça soit une donation à votre fille, ça n'a pas d'impact, comme si vous cédez à une personne étrangère. Il n'y a que la partie immobilière où il y a une exonération de cession entre ascendant et descendant. D'accord. Et donc là, comme je pense justement, la question qui a été posée précédemment, cette augmentation de capital, parce que quand j'ai fait la transformation, mon capital, je pense, c'était pas vraiment énorme. Donc là, est-ce que je dois faire une augmentation justement de capital pour ne pas être pénalisé sur cette... Ouais, d'abord, c'est un cas particulier. Il faut voir... il faut étudier le cas. Il faut étudier le cas. Oui. Et une autre question, vous aviez parlé tout à l'heure du bail. Quand on cède un bail, moi je suis dans un immeuble des Habous. Et donc quand on vend justement un fonds de commerce, bon, le propriétaire c'est l'administration des Habous, nous on vend le fonds de commerce, mais l'administration des Habous, d'ailleurs ça a bloqué énormément de médecins qui veulent venir actuellement dans des appartements. Donc ils cèdent le cabinet à un prix relatif à un fonds de commerce, mais quand ils vont chez l'administration des Habous, ils leur imposent une ribta, qu'ils appellent ça pour transformer ce sarout, ce pas de porte, et c'est du presque 250 à 200 000 dirhams qu'ils doivent payer, plus un changement de bail. Il passe en général par exemple, si le loyer est à 3 000, carrément à 4 000 ou à 5 000. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Oui, parce que le régime juridique n'est pas le même. Il n'est pas le même. C'est-à-dire, il y a toujours cette tutelle de l'administration qui les, comment dire, ils ne sont pas soumis à la réglementation classique de bail commercial. Donc ça sort effectivement du cadre général de l'application de la loi 49/16 sur les baux commerciaux. Effectivement, dans ce cas de figure, c'est un peu plus particulier. Donc les biens habous ne sont pas soumis aux mêmes obligations du cas classique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tous les principes qui sont reconnus dans la loi, faut se référer au contrat initial parce que très souvent, soit de par la qualité du propriétaire, dans le cas présent, c'est les habous, mais il se peut qu'il y ait des cas où on insère des clauses qui sortent ou bien qui créent une dérogation par rapport à la loi classique. Donc, si c'est clairement spécifié, donc les choses sont claires là-dessus. Ouais. Ouais. Mais tant qu'il n'y a pas, pour des cas présents, parfois, il faut laisser les choses, il faut laisser la jurisprudence se prononcer sur. Parce que le principe, la protection du fonds de commerce, on protège une activité, on protège des emplois, on protège une continuité d'une activité. Il se peut que la jurisprudence puisse instaurer un régime dérogatoire pour protéger un exercice, surtout pour une profession qui est réglementée par la loi. Donc, parfois, il faut aller un peu jusqu'au bout pour faire parler les juges, pour instaurer des règles. Parce que si la Cour de cassation instaure un principe, il est applicable. D'accord, merci. Merci à tous. Je vous propose de venir en parler directement à nos experts. Nous devons absolument clôturer cette session. Il est 15 heures. Merci à tous pour cette 1h30 qu'on a passée ensemble. C'était très intéressant, interactif, comme d'habitude. Merci, Maître Annibar et Monsieur Kazmen.